Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 9 janvier 2025. Dans les actualités de ce jour, parlons politique et justement du Conseil des ministres en direct hier diffusé sur la chaîne nationale. Justement, le Conseil des ministres comme celui qui s'est tenu hier à Avlou aura lieu au moins tous les 3 mois. Cela pour faire connaître à la population malagasy l'avancement des travaux du gouvernement afin de garantir la transparence des travaux de développement, a annoncé hier le président Andry Rajoelina. Il est urgent pour le gouvernement de résoudre les problèmes sociaux et économiques actuels, mais surtout de mettre en œuvre la politique générale de l'État. Le premier Conseil des ministres pour l'année 2025 a duré plus de 5 heures hier. Reportage. Un énorme défi attend le gouvernement pour résoudre le problème d'approvisionnement énergétique à Madagascar. La stabilité du prix du riz et des prix à la pompe, ainsi que les incendies de forêt qui ont pris de l'ampleur, entre autres. Il existe déjà des solutions proposées par le gouvernement hier lors du Conseil des ministres concernant ces problèmes sociaux qui ont été présentés par les ministres responsables de chaque département ministériel. Outre cela, d'autres questions liées à la réhabilitation des routes, aux litiges fonciers, à la santé et aux actions sociales, tels sont les sujets abordés hier lors du Conseil des ministres, présidé par le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement, en présence des 29 ministres du gouvernement. Les ministères respectifs veilleront à la réussite des projets dans la politique générale de l'État et à la mise en œuvre des solutions temporaires et des solutions à long terme tant attendues par la population. Ces ministères doivent accélérer leurs travaux afin d'avoir un impact positif sur la vie quotidienne de la population, selon le chef de l'État malagasy. Les responsables de chaque ministère doivent prendre leurs responsabilités, notamment les directeurs régionaux. L'année 2025 sera une année particulière, marquée par de grands travaux et à la hauteur des défis, a déclaré hier le président Andry Rajoelina. Un conseil des ministres comme celui-ci, diffusé en direct hier sur la chaîne nationale depuis le palais d'État d'Avlou, se tiendra tous les 3 mois selon les instructions du président, cela pour informer la population sur l'avancement des travaux réalisés par le gouvernement et assurer leur transparence, a précisé le président Andry Rajoelina. Et toujours concernant ce Conseil des ministres, le défi qui attend le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures est d'accélérer la mise en œuvre des solutions aux problèmes de l'approvisionnement en électricité à Madagascar. Les pannes de courant s'aggravent et la population s'en plaint. Les solutions proposées par le gouvernement sont multiformes. Ainsi, le Conseil des ministres a décidé hier le calendrier de mise en œuvre de ces différents projets, tels que l'installation des parcs solaires d'une totalité de 250 MW et l'accélération de l'installation de la centrale thermique de 105 MW fonctionnant au fioul qui résoudra le problème de l'approvisionnement en électricité et réduira également le montant des subventions accordées par le gouvernement à la Jirama. Reportage. L'objectif du gouvernement est de redresser la Jirama en réduisant la consommation excessive de carburant, en réduisant les coûts de location des groupes électrogènes au secteur privé, mais surtout en réduisant la subvention allouée par le gouvernement à la Jirama. La technique du mix énergétique est la solution proposée par le gouvernement aux problèmes actuels. Ainsi, l'installation des énergies renouvelables et l'installation d'une centrale thermique se compléteront pour répondre aux besoins en électricité de Madagascar. La mise en œuvre de cette solution doit être réalisée cette année selon ce qui a été défini en Conseil des ministres. Des centrales solaires d'une puissance totale de 250 MW seront installées sur toute l'île, dont 100 MW pour Antananarive, pour répondre aux besoins en électricité, toujours croissantes, de l'ARIA au réseau interconnecté d'Antananarive. L'installation de ces centrales solaires se fera entre mars au mois de juin, selon le rapport du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures hier. 50 MW seront installés au niveau du lac Yariv, dont l'appel d'offres sera lancé d'ici peu avec l'importation des équipements et matériels. Le but est que cette centrale doit être opérationnelle vers le 3e trimestre de cette année, souligne le ministre. Par ailleurs, le président Andry Rajoelina a expliqué que le coût de location des groupes au secteur privé atteint jusqu'à 60 à 80 millions de dollars par an. Ainsi, pour faire des économies et éviter cette location au secteur privé par la Jirama, tout en complétant les centrales solaires dans la capitale, l'État envisage l'installation de la centrale thermique d'une capacité de 105 MW qui sera installée à Boumanamboul. Cette centrale thermique contribuera aux besoins en électricité, notamment pendant la période d'étiage. Selon les estimations annoncées par le ministre de l'Énergie, cette centrale pourrait être opérationnelle en juin.
Hormis les solutions aux problèmes d'approvisionnement, l'installation de ces centrales permettra également de réduire le coût d'achat de carburant à 107 milliards d'ariars par an et permettra également de réduire le coût de l'électricité, selon le président Adjradouel. Il est donc nécessaire d'accélérer la réalisation de ces travaux, a déclaré hier le chef de l'État malagasy. Et toujours concernant ces problèmes sociaux dans l'État apporte des solutions actuellement. Le défi du gouvernement est de réduire le prix d'un capoc de riz à 750 ariars en un mois et demi pour le riz importé et moins de 1000 ariars et le capoc pour le riz local. Il existe une hausse abusive du prix même si nous sommes dans une période d'inflation. Des minorités s'enrichissent au détriment de la population, ce qui est inacceptable, a déclaré le président de la République. Il est de la responsabilité du ministère de l'Industrialisation et du Commerce de contrôler la marge de bénéfice des différentes chaînes de valeur sur le prix du riz et la mise en œuvre de la loi régissant le commerce selon le chef de l'État. Reportage. Nous sommes dans une période d'inflation, mais il n'est pas acceptable que le prix du riz augmente de manière abusive, a déclaré hier le président de la République lors du Conseil des ministres. Des efforts ont été déployés par le gouvernement pour augmenter la production de riz au cours des 6 dernières années et les importations ont diminué. Cependant, le prix n'est toujours pas stable, notamment au niveau local, face aux différents intermédiaires comme les collecteurs. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a apporté des éclaircissements sur le sujet lors du Conseil des ministres d'hier, en appuyant sur le fait que le ministère est déjà en cours d'enquête sur les origines de cette augmentation abusive du prix du riz au niveau de ces chaînes de distribution. Par ailleurs, l'argent utilisé pour importer du riz a été réduit de moitié durant ces 2 dernières années. Les efforts doivent être poursuivis, a déclaré hier le chef de l'État, notamment pour établir un système permanent sur un prix équitable du riz. L'un des efforts du gouvernement est de baisser le prix du riz à 700 ariars le capoc pour le riz importé et pas plus de 1000 ariars le capoc pour le riz local. Ainsi, la responsabilité du ministère du Commerce est de contrôler le prix du riz sur le marché, l'application des lois en vigueur selon les instructions du président Adjradouel. Ce dernier a également donné des consignes pour que les directeurs régionaux assument leurs responsabilités. Et pour terminer cette page au niveau du Conseil des ministres, l'ouverture de Bastouliar apportera un développement majeur dans la région, à la commune concernée par le projet et surtout à l'ensemble de Madagascar. Le projet devrait générer 5 milliards de dollars pour l'État sur une période de 38 ans. Il n'y aura aucun impact négatif sur les activités des pêcheurs ni sur les villages environnants. Ces points ont été soulignés par le ministre des Mines lors du Conseil des ministres tenu hier à Yavlo. Christelle Rakout-Malal. L'exploitation de Bastouliar se situe à 46 km au nord de Touliar, à environ 20 km de la forêt des Mikéas. 4 minerais seront exploités, l'ilménite, le rutile, le zircon et la monazite. Ces minerais sont exploités dans de nombreux pays sans qu'aucun effet négatif sur les populations locales n'ait été signalé, selon les précisions du ministre des Mines lors du Conseil des ministres d'hier. Ce projet aura un impact significatif sur l'économie nationale avec un investissement de 700 millions de dollars par l'entreprise. Une enveloppe de 80 millions de dollars sera allouée au financement des projets de développement, répartis à part égale entre les projets nationaux, 40 millions, et ceux de la région sud-ouest, 40 millions. En outre, 4 millions de dollars, augmentés de 2% chaque année, seront directement destinés aux communes concernées. Lorsque l'usine sera pleinement opérationnelle, elle générera 180 millions de dollars par an en taxes et redevances. Sur les 38 ans de durée de projet, les recettes pour l'État atteindront 5 milliards de dollars, poursuit le ministre Rakout-Malal Erjan Olivier. 5000 emplois directs et emplois induits seront créés. Au moins 80% des travailleurs seront des locaux. Le projet n'utilisera pas le port de Touliar, mais construira une nouvelle jetée au nord de la ville. Seulement 6% de terres concernées contiennent des minerais et celles exploitées seront remblayées après extraction. Une route spéciale sera également construite pour le transport des produits afin de ne pas perturber la route nationale 9. L'intérêt national et celui des populations ont été particulièrement pris en compte.
Le président Anjradzuel a personnellement dirigé les négociations, ce qui a été salué par les responsables américains pour la transparence instaurée. Il convient de rappeler que la suspension du projet d'exploitation de Bas Touliar, décidé en 2019, a été levée le 27 novembre dernier. Toujours dans les actualités politiques, l'État dirigé par le président Anjradzuel est encore en train de se relever des profonds dégâts subis par le pays, résultat de la corruption, de la gabegie sur les fonds publics et de la mauvaise gestion des précédents régimes. Ainsi, le régime actuel déploie des efforts considérables pour la lutte contre la corruption, la lutte contre l'exploitation des ressources naturelles, selon la déclaration faite hier par tous les partis politiques soutenant le président Anjradzuel suite à l'analyse du contexte national actuel. Le gouvernement ne cesse de chercher également des solutions aux problèmes sociaux et économiques et fournit également toutes les solutions à ces problèmes. Les tentatives de créer des troubles menés par l'opposition sont inacceptables car le pays ne supportera pas une énième crise politique, selon toujours ces partis politiques regroupés au sein de l'Armada aujourd'hui. De plus, ces tentatives de déstabilisation ne savent que les intérêts des politiciens avides de pouvoir. Le peuple malagasy n'a besoin de ce genre de déstabilisation, mais de figures qui apportent des solutions aux problèmes actuels dus au contexte international et dont Madagascar n'est pas épargné. Selon toujours l'Armada, les responsables étatiques devront redoubler d'efforts et appellent à une prise de responsabilité de tous. Et les voix de l'opposition et du parti Irmar aux élections municipales ne sont pas comparables. L'opposition n'a pas de crédibilité pour mener des manifestations et de tenter de déstabiliser le pouvoir en place, selon les déclarations de la présidente du parti Freedom, membre de l'Armada. L'opposition n'a eu que 38 communes alors que l'Irmar a obtenu plus de 930 communes, dont toute la grande île. D'autre part, l'opposition prétend qu'il y a eu des fraudes électorales lors des élections communales, mais elle n'a présenté aucune preuve pour étayer ces allégations, selon toujours cette responsable. Tous les chiffres officiels ont été publiés concernant les ordonnances visant à faire bénéficier des électeurs de leurs droits. De plus, ce sont les opposants qui se sont plaints de ne pas être dans la liste électorale, mais quand les solutions ont été proposées, ils crient à la fraude. Par ailleurs, l'Armada a souligné qu'il est tout à fait juste que la candidate Arlal Ramanantsoa obtienne le plus grand nombre de voix dans la capitale suite aux travaux qu'elle a effectués alors qu'elle a été à la tête de la délégation spéciale. Les citoyens ainsi étaient reconnaissants envers celle qui n'a pas ménagé ses efforts pour eux. Et concernant l'affaire de piratage du site web de la CENI, 4 personnes sont soupçonnées d'avoir piraté ce site web selon les résultats de l'enquête menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité, selon les propos du directeur de cabinet de la CENI. L'enquête concernant cette affaire se poursuit actuellement et la CENI respecte l'indépendance de la justice selon les explications. Par ailleurs, durant la visite de courtoisie qu'il a effectuée au président de la CENI hier à Larbi, le nouvel archevêque anglican de l'océan Indien a appelé les citoyens à respecter les valeurs du Fiavan à Malagasy et à respecter l'ordre. Reportage de Noran Irland. 4 personnes sont soupçonnées d'avoir piraté le site web de la CENI, selon les résultats de l'enquête menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité, selon les propos du directeur de cabinet de la CENI. L'enquête concernant cette affaire se poursuit actuellement et la CENI respecte l'indépendance de la justice, selon les explications. Il est à rappeler que la CENI a déposé une plainte contre X au niveau de la brigade de la cybercriminalité concernant ce piratage de site web, explique le directeur de cabinet de la CENI, Tiarai Faneimanen. Une personne a été placée en détention provisoire et l'enquête se poursuit concernant cette affaire, selon toujours les explications. Et face aux perturbations provoquées par cette affaire, le nouvel archevêque anglican de l'océan Indien appelle les citoyens au calme et au maintien de la paix, mais aussi de toujours porter haut les valeurs du Fiavan à Malagasy. Dans le reste de l'actualité locale, parlant réhabilitation des routes, justement la réhabilitation de la route nationale 1 bis reliant Mantram et Sronmandid débutera prochainement. La première partie longue de 200 km sera réhabilitée en premier. Aujourd'hui a été tenue la signature de convention de partenariat entre le ministère des Travaux publics et l'entreprise SCB qui effectuera les travaux de réhabilitation de la RN1 bis. Reportage de Rador Mananzatouf et Braz Denilson.
La route nationale 1 bis qui relie Mantran et Tsronmandid et par la même occasion relie la région Bonglav et la région Melek fera l'objet d'une réhabilitation. La première partie des travaux se fera sur un tronçon de 200 km partant de Tsronmandid vers Ankalalu. L'entreprise Groupement d'entreprises Probase ou SCB se chargera des travaux. Selon les explications, ce sera une route capable de supporter les aléas du climat dans cette zone qui sera construite. Les études techniques qui dureront 6 mois ont déjà débuté. Les travaux proprement dits dureront 3 ans pour cette première partie. Aujourd'hui a été effectuée la signature de conventions de partenariat entre le ministère des Travaux publics et l'entreprise SCB ou Groupement des entreprises Probase en charge de la réhabilitation de la RN1 bis. À la fin des travaux de la première partie, de nouvelles négociations entre le gouvernement malagasy et les partenaires financiers auront lieu pour la suite de la réhabilitation. L'objectif est de réhabiliter cet axe jusqu'à Mantran. Dans un tout autre sujet, la présence des entreprises franches à Madagascar contribue à la promotion de la jeunesse malgache. Cependant, seule la stabilité dans le pays assure la pérennisation de ces entreprises selon les explications. Ainsi, les troubles ne sont plus acceptables, notamment pour les jeunes qui travaillent au sein de ces zones franches. Hier, des centaines de jeunes ont bénéficié d'une formation sur le crochet et le smock grâce à la coopération d'une entreprise en zone franche avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Reportage de Ubra Samman et Anzar Razonarville. Compte tenu du taux de chômage élevé à Madagascar, les entreprises franches tiennent une place importante dans l'octroi d'emplois aux jeunes. Les entreprises franches qui commencent progressivement à rouvrir et à embaucher après avoir fermé en raison des troubles politiques il y a quelques années. La stabilité assure en grande partie la pérennisation de ces entreprises dans le pays au profit de nombreux employés, d'après le propos du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Les zones franches qui fournissent du travail à des milliers de jeunes, garantissant ainsi le progrès de l'économie du pays. Pour cette entreprise franche sise à Nusiavaraj, grâce à sa coopération avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, des centaines de jeunes ont été formés au métier de l'artisanat, comme le crochet, le smock ou la broderie. Ces jeunes ont suivi ainsi une formation pendant 4 mois et seront embauchés immédiatement pour travailler dans cette entreprise. La sélection se fait tout à fait naturellement. C'est des gens qui viennent chercher un travail et qui viennent chez Axel pour trouver du travail chez nous. Et donc du coup, on les forme. Elles passent d'abord par l'école des savoir-faire pour être formées avant d'aller en production, en chaîne, sur les ateliers de valeur ajoutée qu'on a. Et donc cette formation est nécessaire et obligatoire chez nous maintenant pour accéder au travail après. De cette collaboration avec le ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, c'est très important pour nous d'avoir cet agrément de l'État. L'État malgache est un ministère. Et pour nous, et surtout pour les personnes qui ont cette attestation, ce diplôme, parce que le jour où elles vont quitter Axel, où elles veulent travailler ailleurs, ou dans une autre province, etc., elles peuvent prouver qu'elles ont une formation, et ça, c'est extrêmement important. L'existence d'une telle coopération entre le ministère et le secteur privé contribue à atteindre les objectifs de la politique générale de l'État, particulièrement la mise en valeur du capital humain, en accordant une importance particulière aux jeunes en leur fournissant du travail décent. La remise de certificats pour ces jeunes qui ont terminé la formation s'est tenue aujourd'hui à Nusiavaraj. Dans la page culturelle de ce soir, JER est à Madagascar. C'est un artiste malgache qui brille en France et sur la scène internationale. JER a participé à une compétition de rap et a été parmi les finalistes l'an dernier. Il est fier de ses origines, si l'on se réfère à ses propos devant les journalistes hier à Anjar. D'ailleurs, ses œuvres reflètent également l'amour et son lien avec la Grande Île. Reportage de Cécile Vin, Anienne Martina et Sechan Jenap. On se sont dit que c'était soit pour soi, 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 soit pour soi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi.
C'est une des chansons de JER qui fait un carton en France. Elle est écoutée par plus d'1 million de fans. En effet, JER est un artiste prometteur dont la cote de popularité ne cesse de monter en France. JER, né de mère et de père malagasy, est fier de ses origines. Madagascar est toujours évoqué dans ses œuvres, que ce soit dans les rythmes de sa musique que dans ses paroles. Je m'appelle JER, je suis compositeur et rappeur. Pour l'instant, je pense que c'est pas non plus la thématique principale. D'ailleurs, j'ai rarement une thématique principale dans tous les sens du terme, mais c'est pas forcément une thématique principale, bien que ceux qui creusent un peu et qui vont chercher un peu vont réussir à trouver ces influences-là de Madagascar et tout un tas de notions, qu'elles soient rythmiques, vestimentaires, capillaires, ou même dans le choix des figurants, de certaines choses, on va dire d'Easter eggs. En outre, l'artiste a utilisé la langue malagasy dans sa prestation lors de la compétition de rap sur Netflix. Une opportunité qui l'a propulsé sur le devant de la scène, car il est arrivé finaliste durant cette émission, qui est la 3e le plus regardée en France. Musique et donc j'ai fait de la musique donc à l'âge de 13 ans et au fil des années à participer à des tremplins, des compétitions, des concours et jusqu'à donc Nouvelle École saison 3 là où je suis allé en finale par magie. Ah bah ça vraiment en fait je me suis dit je suis allé jusqu'en demi-finale. Je savais en fait en rentrant dans l'émission qu'il y avait un moment où j'allais avoir beaucoup de lumière et du coup que j'avais envie à un moment dans ma vie, et c'était ce moment-là, de mettre en lumière mes origines. JER n'a pas été à Madagascar depuis 16 ans et durant son passage au pays actuellement, il tiendra de concerts le vendredi et samedi prochain. Il invite également les artistes malagasy, partenaires et organisateurs à partager la scène avec lui à cette occasion. Un mystérieux commando a attaqué mercredi soir le palais présidentiel tchadien à N'Djamena et fait au moins un mort avant d'être décimé, avec 18 de ses 24 membres tués selon le gouvernement qui a évoqué une attaque de pieds nickelés, drogués et alcoolisés. France 24. Des échanges de tirs pendant près d'1 heure dans le centre-ville de N'Djamena, la capitale tchadienne. Aux alentours du palais présidentiel, mais également à l'intérieur de l'enceinte, où un commando armé d'une vingtaine de personnes aurait pénétré avant d'être maîtrisé par la garde présidentielle. Le périmètre a été bouclé par l'armée, des soldats et des chars ont été déployés sur place. Arme à la ceinture, le porte-parole du gouvernement affirme que la situation est désormais sous contrôle, évoquant une tentative de déstabilisation, sans préciser l'identité des assaillants ni leurs motifs. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées. Et tout a été éradiqué. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Une attaque survenue quelques heures après la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à N'Djamena. Wang Yi s'est entretenu avec plusieurs dirigeants tchadiens, réaffirmant l'engagement de la Chine à contribuer au développement du Tchad. Un accord de coopération économique a été signé entre les deux pays le 3 janvier dernier. Vous êtes arrivé au moment où le Tchad décide de s'affranchir de la tutelle des forces étrangères sur son territoire et de se tourner résolument vers le développement. Qui mieux que la Chine peut être un partenaire efficace de développement? Fin novembre, le Tchad a mis un terme aux accords militaires qui le liaient à la France, actant la fin de 60 ans de coopération militaire et le départ des troupes françaises présentes dans le pays. Toujours dans la page internationale, depuis mardi, les alentours de Los Angeles, en Californie, sont ravagés par les flammes qui ont fait au moins 5 morts. Un nouvel incendie s'est déclaré hier soir dans les collines d'Hollywood. Les autorités ont ordonné aux habitants du quartier historique d'évacuer les lieux. Reportage de France 24. Des feux d'une violence inouïe. Des villas luxueuses entièrement ravagées par les flammes, que rien ne semble pouvoir arrêter. Plus de 1000 maisons
déjà détruites. Oh my God. À Pacific Palisades, un quartier huppé qui surplombe Los Angeles, les pompiers se contentent de filmer ce paysage apocalyptique, faute de pouvoir lutter. Notre première préoccupation est de sauver et de protéger des vies. Les maisons viennent ensuite. Donc nous essayons de faire au mieux. Sur les réseaux sociaux, les habitants filment leur fuite au beau milieu de la nuit, dans la précipitation. Dans des conditions dantesques, 1400 pompiers sont déployés au sol et dans les airs. De nombreux automobilistes ont été surpris et ont abandonné leur voiture. Il y a beaucoup de flammes là-bas. C'est pour ça que beaucoup de gens arrivent. Ils quittent leur voiture. Et vous, vous avez abandonné la vôtre? J'étais dans ma voiture, mais je me suis retrouvée bloquée derrière d'autres véhicules. J'ai dû partir dans la fumée. J'ai eu la peur de ma vie. Au lever du jour, un ciel noir et écarlate recouvre Los Angeles. Cette rue de Pacific Palisades ressemble désormais à un champ de ruines, encore fumante. Dans West Hollywood, autre quartier huppé, même scène de désolation, avec une impression de fin du monde. Les feux sont toujours hors de contrôle et selon les autorités, les conditions météo risquent d'empirer dans les heures à venir. Et les États-Unis ont tenu aujourd'hui des funérailles nationales pour leur ancien président Jimmy Carter, point d'orgue de plusieurs jours d'hommage rendus au prix Nobel de la paix qui a marqué l'histoire du pays et du monde. France 24. Des files d'attente à perte de vue pour pénétrer dans l'enceinte du Capitole où le corps du président Jimmy Carter repose. Ces Américains veulent rendre un dernier hommage au 39e président des États-Unis, décédé le mois dernier à l'âge de 100 ans. C'est l'occasion de saluer un président qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur ces dernières années. Je trouve le travail de la Fondation Carter incroyable car ils ont agi dans le monde entier. Le président Carter était gouverneur de l'État de Géorgie lorsque je suis née. Il a donc été présent tout au long de ma vie et je veux juste rendre hommage à une personne honnête. Les funérailles nationales se dérouleront en 3 étapes. La cérémonie commencera par le transport de la dépouille de Carter à la cathédrale de Washington pour des obsèques nationales. Joe Biden prononcera un éloge funèbre à la mémoire du président défunt. Le futur président Donald Trump devrait assister à la cérémonie aux côtés des anciens présidents encore en vie. La dépouille de Jimmy Carter sera ensuite déplacée une dernière fois pour rejoindre sa ville natale de Plains en Géorgie, à laquelle il était très attaché. Une cérémonie privée se tiendra dans l'après-midi, en présence de la famille Carter et des proches du président défunt. Le corps sera ensuite enterré dans la résidence privée de la famille Carter, où le prix Nobel de la paix 2002 reposera aux côtés de sa femme Rosaline. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon fil de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.